Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN Français. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la toute première visite d'État en Chine du président français Emmanuel Macron du 8 au 10 janvier. Le séjour de M. Macron en Chine s'achève aujourd'hui. Comment s'est déroulée cette visite de 3 jours? Dans quelle direction s'orientent les relations sino-françaises? Nous essayons d'apporter quelques éléments de réponse avec notre invité sur le plateau, M. Wu Zetian, ancien diplomate chinois, et notre invité en ligne, M. David Gosset, qui est actuellement à Hong Kong. Bonjour M. Wu. Bonjour. Et bonjour M. Gosset. Bonjour. Bonjour. Alors, nous ouvrons cette émission avec le premier chapitre consacré à cette visite qui touche à sa fin. Voyons tout d'abord le bilan des événements majeurs auxquels M. Macron a assisté, à commencer par Xi'an, une ville ancienne au cœur de la Chine et point de départ de l'ancienne route de la soie. Le président français Emmanuel Macron a débuté sa visite de 3 jours en Chine lundi. Il s'agit de la première visite en Chine d'un dirigeant européen depuis la fin du 19e Congrès national de Chine en octobre dernier. La première étape du président français était la ville de Xi'an, dans l'ouest de la Chine, où il a prononcé un discours révélant qu'il demanderait aux dirigeants chinois de former un partenariat pour combattre le changement climatique et soutenir le développement de l'Afrique. C'est mardi après-midi que le président de l'Hexagone est arrivé à Beijing. Emmanuel Macron a conclu le 2e jour de sa première visite d'État en Chine après avoir visité la cité interdite et supervisé la signature d'une 50aine d'accords concernant l'aviation, la culture et l'environnement. La cérémonie de signature suivait celle de bienvenue organisée par le président Xi, de même que des discussions officielles entre les deux dirigeants. Le président Xi Jinping a souligné les raisons pour lesquelles les relations sino-françaises étaient vitales. Emmanuel Macron a déclaré qu'il espérait une coopération plus équilibrée dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route et une libéralisation des échanges et des investissements entre la France et la Chine. Il a aussi rencontré le Premier ministre chinois Li Keqiang pour discuter du commerce et a proposé d'ouvrir la France aux investissements chinois en échange d'un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises françaises. Juste avant son départ de Paris, M. Macron a accepté notre interview exclusive et a parlé de sa vision du monde et de son impression envers son homologue chinois, M. Xi Jinping. Nous l'écoutons. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est à un tournant. Il est en crise, en train de se transformer. Ses institutions sont fragilisées, ses grands équilibres sont bouleversés. Et je pense que la Chine et l'Europe, et en tout particulièrement la France dans l'Europe, ont un rôle à y jouer. J'ai eu face à moi un homme d'État qui avait les idées claires, ce que j'apprécie. J'ai eu ensuite le sentiment d'avoir un homme qui avait la volonté de construire une Chine forte, avec des objectifs déterminés de long terme. Et je pense qu'on ne fait des choses sérieuses que par le long terme, et justement cette fiabilité réciproque concrète, ce qui est important pour moi, quelqu'un à qui on pouvait dire les choses de manière très directe. Nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Wu, il s'agit de la première visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine en tant que président français, et il est par ailleurs le chef d'État, le premier chef d'État étranger que la Chine accueille en 2018. Que signifie une visite aussi particulière que celle-ci pour les deux pays? Bon, vous savez, entre la Chine et la France, il existe de multiples mécanismes de dialogue et de concertation, à tous les niveaux et de façon régulière. Or, cela ne remplace pas une visite du top niveau. Parce que lorsque les deux chefs d'État se rencontrent, ils peuvent donner un coup très fort aux relations bilatérales. C'est vrai que les deux présidents se sont déjà rencontrés, mais c'était en bout et de façon brève. Ils se sont téléphonés aussi, mais c'était pour des sujets limités. Mais cette fois-ci, ils ont largement le temps de discuter de façon tranquille, approfondie. Voilà. Aussi bien parlant des dossiers internationaux que des dossiers bilatéraux. Bon. Donc c'est une occasion, c'est une visite d'État, c'est une occasion très importante pour promouvoir davantage les relations bilatérales.
C'est un peu différent des autres chefs d'État étrangers qui préfèrent plutôt Beijing ou Shanghai, les villes les plus grandes ou bien les plus symboliques de la Chine. Alors, il paraît que les présidents français, ils sont très attachés à Xi'an, une ancienne ville au cœur de la Chine. Comme l'ont fait ses trois prédécesseurs français, à savoir François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, Emmanuel Macron s'est rendu également à Xi'an pour commencer son séjour de 3 jours à Beijing, en Chine, pardon. Et pourquoi une telle préférence selon vous? Je pense que c'est parce que la France est un pays de culture. Et du coup, les Français, en général, ont un goût prononcé pour la vieille civilisation, pour la culture ancienne, etc. D'ailleurs, les Chinois aiment beaucoup la littérature et l'art de la France. Bon, la ville de Xi'an, si elle attire particulièrement les Français qui aiment la culture, c'est justement parce que c'est une ville historique. Il y a plus de 2000 ans, c'était déjà la capitale de la Chine. D'ailleurs, le premier empereur, Qin Shi Huangdi, voilà, a élu la ville capitale de la dynastie des Qing. Et le président Macron a visité d'ailleurs l'armée en terre cuite. Voilà, c'est une partie de son tombeau, de ce premier empereur. C'est aussi une ville qui a servi de point de départ de l'ancienne route de la soie. Donc c'est une ville riche en histoire, voilà, riche d'une grande civilisation. C'est ça, je crois, qui attire nos visiteurs français. Merci. Et maintenant, nous avons une question pour M. Gosset. Monsieur Gosset, alors pour ses premiers vœux du Nouvel An en tant que président français, Emmanuel Macron a déclaré que les Français avaient, je cite, besoin de retrouver l'ambition européenne pour faire face à la Chine et aux États-Unis. Alors que signifie le terme faire face ici et pour la France, que représente la Chine exactement? D'abord, c'est très intéressant parce que vous aurez vu que pendant cette visite, le président Macron a toujours parlé de France, Europe et Chine. L'Europe a toujours été très présente dans les conversations qu'il a eues avec le président Xi. Et donc, ce président français a une nouvelle ambition aussi pour l'Europe. Et quand il utilise cette expression de faire face, il ne s'agit évidemment pas de s'opposer ni aux États-Unis ni à la Chine, mais à essayer d'avoir des partenariats ambitieux, parce qu'il s'agit, en ce qui concerne les relations entre la Chine et la France, de travailler sur des dossiers importants qui concernent le monde, n'est-ce pas? Et c'est une histoire, c'est une question aussi d'équilibre Chine-Europe. Et il est évident que ce que représente la Chine d'un point de vue français, eh bien la Chine c'est un pays ami. Et ce qui caractérise les relations entre la France et la Chine, c'est cette affinité dont on a souvent parlé, mais qui je crois est une réalité. Il y a une véritable amitié entre ces deux grands pays. Et il s'agit d'utiliser cette amitié pour qu'au XXIe siècle, on invente ensemble des nouvelles formes de partenariat qui soient positives, constructives pour la France, pour la Chine, pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Et c'est pour ça que cette visite était particulièrement importante, parce qu'elle concerne deux pays, deux continents, deux civilisations, mais aussi la gouvernance mondiale. Merci, merci de votre réponse. Et avant d'ouvrir la deuxième partie de cette émission, on marque une courte pause. Deuxième chapitre de cette émission spéciale, nous évoquons des dossiers importants que les présidents chinois et français ont apportés. Monsieur, en fait, ce n'est pas la première fois que les deux hommes se rencontrent. Ils se sont déjà croisés au cours du sommet du G20 en juillet dernier à Hambourg et ont eu deux conversations téléphoniques comme vous avez évoqué. Alors, au regard des thèmes apportés, quels sont les sujets les plus intéressants ou bien les plus préoccupants pour eux? Je dirais les sujets les plus importants. D'abord, la gouvernance mondiale. Voilà. Les deux pays ont une responsabilité commune, voilà, de promouvoir une meilleure gouvernance mondiale.
puisque la France, comme la Chine, sont membres permanents du Conseil de sécurité. Bon. Et puis, il y a aussi le sujet concernant la mondialisation. Alors, vous savez, aujourd'hui, il existe un courant anti-mondialiste. Bon, c'est aussi un sujet intéressant. Et puis, il y a aussi la construction de l'Europe. L'intégrité européenne est un sujet qui préoccupe les Européens, mais pour nous, la Chine appuie toujours fermement la construction européenne. Nous voulons voir une Europe unie et forte. Bon, ça, c'est aussi un bon sujet. Et puis, la Chine a lancé l'initiative Ceinture Route. C'est un vaste projet de coopération qui touche tous les domaines d'infrastructure, mais aussi de l'industrialisation de beaucoup de pays. La Chine, la France peuvent très bien contribuer à la réalisation de ce vaste projet. Et puis, évidemment, le changement climatique. La France a initié donc une grande conférence COP21 et la Chine a participé avec une position très ferme pour soutenir cette initiative. Et puis l'année dernière, une deuxième conférence initiée par le président Macron a eu lieu à Paris et la Chine a envoyé aussi un haut représentant pour manifester encore une fois notre position de soutien à l'initiative de la France. Donc tous ces sujets d'intérêt commun sur le plan international intéressent bien sûr les deux pays, mais il y a aussi beaucoup de dossiers bilatéraux qui sont certainement aussi au cœur des sujets de discussion. Pour un autre sujet, on va parler avec M. Cossé encore une fois. M. Cossé, la Corée du Sud et la RDC viennent de rouvrir le dialogue en discutant des Jeux Olympiques d'hiver et cela signifie sans doute une amélioration des relations bilatérales. Alors, à ce propos, vous avez proposé qu'en tant que puissance œuvrant pour la paix, la France pouvait, en collaboration avec ses partenaires bien sûr, prendre l'initiative pour que se tiennent à Paris des pourparlers sans condition entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et est-ce que c'est une possibilité qui est réellement envisageable ou existe-t-il déjà des signes que ce projet peut être réalisable? D'abord, il faut se réjouir de ces négociations, de ces conversations qui ont lieu entre le Nord et le Sud. Il faut aussi se réjouir de ce que la Corée du Nord va envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques d'hiver qui vont se tenir en Corée du Sud. C'est très important pour établir la confiance. Alors, il me semble que d'un point de vue français, il y a deux choses qui sont très claires. D'un côté, il faut absolument être ferme en ce qui concerne la prolifération nucléaire. Il est clair qu'il faut éviter cette tragédie que serait la prolifération nucléaire, mais d'un autre côté, la solution à ce problème de la Corée du Nord ne peut être militaire, elle doit être diplomatique et politique. Et si vous regardez bien ce que M. Macron a dit aux Nations Unies, si vous regardez bien dans le détail, entre les lignes, je dirais, mais au fond, c'est dit explicitement le discours de Xi'an, il dit que la France est disponible, mettrait tous les moyens pour faire en sorte qu'il y ait une solution politique, diplomatique à ce problème. Et effectivement, ça doit se faire en parfaite coordination avec Pékin et Washington, et c'est pour ça que la confiance est très très importante. Et comme le disait M. Hu, le fait que M. Xi et M. Macron aient eu le temps de se parler, de mieux se connaître, ça c'est très important parce que ça va les aider à donc affronter ces problèmes difficiles qui sont devant nous. Merci beaucoup de votre réponse. Le président Macron a amené cette fois-ci avec lui une cinquantaine de chefs d'entreprise. Les deux chefs d'État, chinois et français, ont rencontré les entrepreneurs des deux pays et ont été témoins de la signature d'accords majeurs lors du deuxième jour de la visite sur place. Notre journaliste Wang Shu a interviewé des représentants du secteur.
Et je pense que ce qu'il a aujourd'hui montré, c'est qu'il veut donner de la continuité, de la constance, de la durabilité à cette relation. Et son engagement de venir en Chine une fois par an est sans doute la meilleure preuve de cette détermination d'avoir un partenariat qui soit un partenariat durable avec la Chine. Durant la rencontre avec le président Macron, j'ai parlé de la tendance de la consommation chinoise dans le futur. Pour l'instant, la plupart des produits français achetés par des Chinois sont des produits de luxe qui représentent une partie importante. Je crois cependant que les produits alimentaires et les PME françaises connaîtront une croissance majeure sur le marché chinois. J'ai aussi parlé avec lui de nos investissements futurs et des coopérations techniques. Je crois que la relation sino-française dans le secteur économique ira de mieux en mieux. Les coopérations entre les deux pays ne représentent que 10%. Il reste encore 90% d'espace de coopération à exploiter. Une des pistes prometteuses qui a été évoquée dans le Conseil des entreprises sino-françaises, c'est de développer des projets qui touchent plusieurs branches de l'industrie. Historiquement, que ce soit dans des domaines traditionnels ou des domaines plus innovants, on a élaboré des partenariats par secteur. Le Conseil peut ouvrir la perspective de faire en sorte qu'avec, par exemple, la voiture numérique, telle que ça a été cité, il y ait des partenariats qui touchent à la fois les fournisseurs des usines, des voitures et les fabricants d'automobiles. C'est un des exemples. Merci de nous retrouver pour le troisième chapitre de cette émission spéciale. Tout d'abord, nous nous concentrons sur la guerre climatique. M. Macron a fait de la question du climat l'une des priorités de sa visite en Chine, après avoir souligné à Xi'an l'importance du rôle joué par la Chine dans ce domaine, notamment depuis le retrait américain de l'accord de Paris. Il a proposé une alliance franco-chinoise pour amener la bataille climatique en prononçant la phrase « Il faut rendre notre planète à nouveau grande et belle en mandarin ». Retrouvons tout de suite notre correspondante Jade Charles à Paris pour faire le point sur une coopération déjà riche. La France, avec l'organisation de la COP 21, conférence historique puisqu'elle a permis le 12 décembre 2015 de parvenir à un premier accord qui prévoit de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, voire d'aller vers l'objectif de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Un accord dont la Chine avait été l'un des principaux artisans. Plus récemment, cet engagement s'est réaffirmé lors du sommet One Planet voulu par le président Macron, avec un accent mis sur le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. La Chine a, à cette occasion, à nouveau montré son implication avec une délégation de haut niveau présente à l'événement, une délégation qui était menée par le vice-premier ministre Ma Kai. Nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Hu, quelle est l'importance du soutien de Beijing pour Paris dans cette bataille climatique? C'est une importance majeure. La Chine, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui représente la deuxième économie du monde. C'est un pays qui connaît un processus d'industrialisation très accéléré. C'est un pays qui compte 1,3 milliard d'habitants. Donc sans la Chine, tous les efforts visant à protéger la planète n'auraient pas beaucoup de chance. Bon. Et surtout dans un contexte où il y a des hésitations à propos des efforts concernant la protection de l'environnement. Les États-Unis, par exemple, se sont retirés de l'accord de Paris. Bon, dans ce cas, le soutien de la Chine est encore plus précieux. Bon, pour nous, la Chine, il faut bien comprendre une chose. Si nous attachons beaucoup d'importance à ce dossier, c'est vrai, c'est pour l'humanité entière, mais il ne faut pas oublier, c'est d'abord pour nous les Chinois. Voilà. C'est une question vitale pour nous aussi. Voilà. Est-ce qu'on doit se développer au détriment de l'environnement? Non. Donc voilà. La Chine reste dans une position très ferme pour tous les efforts pour protéger notre planète. Et par ailleurs, la Chine met maintenant en avant son initiative Ceinture et Route. Des experts ont prêté la perspective de la coopération sino-française en Afrique dans le cadre de cette initiative. La question est que
de quelle façon la France peut s'engager dans cette initiative et en profiter bien sûr. Et comment peut-elle y parvenir seulement par l'intermédiaire de l'Afrique, selon vous? Bon, à propos de cette initiative Ceinture Route, la coopération entre la France et la Chine se développe déjà et de façon accélérée. Il y a des trains de marchandises, des trains de fret reliant les villes chinoises et les villes européennes, dont des villes françaises. Ce sont des trains de marchandises qui circulent, voilà, de plus en plus, avec un rythme de plus en plus régulier, de plus en plus accéléré. Et cela profite énormément aux entrepreneurs, mais aussi aux consommateurs des deux côtés. Voilà. Donc il existe déjà une très bonne coopération sur le plan bilatéral. Mais en même temps, puisque cette initiative Ceinture Route s'étend à l'ensemble des régions planètes, l'Afrique constitue certainement, voilà, un prolongement, voilà, de cette idée initiale qui était limitée géographiquement. Mais maintenant, ce n'est plus limité de façon géographique. Voilà. Toutes les régions concernées sont, voilà, bienvenues pour participer à cette coopération. Du coup, entre la France et la Chine, on peut en effet très bien travailler ensemble pour mener une coopération dans le cadre Ceinture Route en Afrique. La Chine est déjà très présente en Afrique. La France, vous savez, la France, voilà, a une présence très ancienne, plus ancienne que la Chine, en Afrique. Voilà. D'où nous avons beaucoup de projets, la Chine a beaucoup de projets d'infrastructures surtout, mais aussi des projets de l'industrialisation en Afrique. La France aussi, la France a une présence ancienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. La France connaît mieux les rouages administratifs que la Chine, voilà, qui existent en Afrique. Donc on peut très bien coopérer. D'ailleurs, il y a déjà des exemples de coopération au marchétier. La France et la Chine ont bien démarré le projet de centrale nucléaire en Angleterre. On peut très bien copier le même modèle, peut-être dans d'autres secteurs, en Afrique. Merci. Et pour la question suivante, on va parler encore une fois avec M. Cosset. M. Cosset, le COP 21 et Ceinture Route sont toutes deux des initiatives en faveur du multilatéralisme et de la mondialisation. La Chine et la France soutiennent évidemment la mondialisation. Que cela signifie pour l'avenir du monde et quels sont aujourd'hui les défis les plus majeurs pour la mondialisation selon vous? Vous avez évoqué les routes de la soie et je pense qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé pendant la visite de M. Macron. Parce que la France regardait un petit peu de manière passive cette initiative, une ceinture, une route. Mais là, je crois qu'il y a vraiment eu l'expression d'une volonté de la France de travailler main dans la main avec la Chine pour construire ces nouvelles routes de la soie. Et il y a cette notion très intéressante qui a été mise sur la table et il faudra observer la façon dont ça va être mis en pratique. C'est l'idée de nouvelles routes de la soie écologique. C'est-à-dire on lie une ceinture, une route, ce grand projet de Xi Jinping, mais aussi cette idée de civilisation écologique qui est d'ailleurs aussi un concept mis en avant par Xi Jinping. Donc c'est un point très important. Ensuite, vous avez mentionné le multilatéralisme. Alors, au moment où de nouvelles formes d'unilatéralisme apparaissent, au fond, on l'a bien vu avec le Brexit, avec l'élection de M. Trump, on est à un moment où la France, l'Europe et la Chine apparaissent comme des puissances qui soutiennent le multilatéralisme. Alors c'est vrai pour le travail qui va être effectué aux Nations Unies, c'est vrai, comme l'a rappelé M. Hu, sur tout le travail qui est effectué autour de l'environnement, et c'est vrai au fond, avec ces nouvelles routes de la soie, que la France, l'Europe et la Chine sont en train d'inventer, non pas de nouvelles formes d'unilatéralisme, mais de nouvelles formes de multilatéralisme. Donc là aussi, c'est très important et c'est le début d'une longue marche qui est, encore une fois, importante pour la France, pour l'Europe, pour la Chine, mais aussi pour le monde.
Merci de votre réponse. Et avant d'ouvrir le dernier chapitre de cette émission, on marque une courte pause. Dernier chapitre de cette émission, intéressons-nous tout d'abord aux réactions sur cette visite d'État de M. Macron auprès des spécialistes, des gens concernés en Chine comme en France. C'est en effet la première visite du président Macron depuis qu'il est élu donc en Chine. J'aimerais bien que d'abord évidemment que ce voyage est un succès sur le plan des liens, du partenariat stratégique global qui était instauré entre la France et la Chine, qu'on puisse y mettre beaucoup plus de contenu encore, élargir dans différents domaines. Je souhaite que la Chine puisse être plus ouverte et puisse accueillir plus facilement en fait, nos entreprises, nos produits, et la France en général, à travers la culture, les technologies, etc. Nous aurons l'honneur d'avoir mercredi matin le président de la République française, Emmanuel Macron, qui viendra visiter le satellite. En ce moment, le satellite est à Pékin. C'était l'idée de travailler dans le domaine spatial entre la France et la Chine. Et donc, on a cherché un sujet qui était un peu un sujet consensuel. Et la lutte contre le changement climatique était un très bon sujet. Avec cette nouvelle ère qui s'ouvre avec Monsieur le Président Macron qui rend visite en Chine, eh bien, je pense qu'il y aura des échanges approfondis dans le domaine culturel et éducatif. Parce que la France est un lieu connu en Chine comme le lieu de la culture et de l'éducation. Je pense que les deux chefs d'État sauront sûrement discuter des problèmes mondiaux, des problèmes de l'énergie, des problèmes de la coopération. Outre la diplomatie, quels autres sujets intéressent le public français? Retrouvons notre correspondante à Paris, Qian Weiyu. Au-delà de ces questions diplomatiques, les différents accords commerciaux bilatéraux signés entre ces deux pays restent au centre de la discussion. Un rééquilibrage commercial est attendu en France avec la Chine, ce deuxième fournisseur, mais 8e client de la France au niveau du commerce international. La France souhaite notamment avoir un accès plus ouvert, plus libre dans le marché chinois de ses exportations agricoles et ses réseaux bancaires, bien sûr, sans oublier le projet qui passionne, le centre Pompidou de Shanghai qui doit ouvrir ses portes début 2019. Il nous reste encore une question pour tous les invités. Alors, tout d'abord, Monsieur Cosset, quels sont vos souhaits pour le développement des relations sino-françaises, s'il vous plaît? Écoutez, il faut que les choses continuent comme elles ont commencé cette année. C'est un excellent départ et que la France et la Chine travaillent main dans la main pour construire cette communauté de destin pour l'humanité. Merci, monsieur. Et vous, monsieur Hu? Bon, en tant que quelqu'un qui travaille au ministère et faisait partie de l'équipe chargée du dossier France, je souhaite vivement que cette relation excellente qui existe entre la Chine et la France se développe toujours davantage, ce partenariat stratégique global, étroit et durable, continue à porter ses fruits. Merci encore une fois, monsieur Hu. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée à la première visite d'État en Chine du président français Emmanuel Macron. Merci de votre fidélité. Suivez-nous sur le site internet et les réseaux sociaux. À très bientôt sur CGDN Français.